La Canadienne Michaëlle Jean succède à Abdou Diouf. Elle a été désignée nouveau secrétaire général de l'OIF. À qui doit légitimement revenir le pouvoir traditionnel dans la région du Moronou? Les présidents de jeunesse et autres associations convoitent le siège de chef. Le point dans le dossier du dimanche. Enfin, en Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak acquitté, joie chez ses partisans et colère chez ses détracteurs. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir RTI2. Elle est la première femme à accéder au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La Canadienne Michaëlle Jean a été désignée aujourd'hui par consensus. Elle succède ainsi au Sénégalais Abdou Diouf qui se retire après 3 mandats. Trouver un successeur à Abdou Diouf, c'était le principal enjeu de ce 15e sommet de la francophonie. Et c'est la Canadienne Michaëlle Jean qui l'emporte. À 57 ans, l'ex-gouverneur général du Canada, d'origine haïtienne, est la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. C'est la première fois qu'une femme dirige la francophonie. Cet automne, nous l'avions rencontrée à Paris. Elle disait vouloir défendre le français, bien sûr, mais aussi les droits de l'homme. J'estime que vraiment lutter pour la dignité, pour les droits, pour les libertés, pour l'état de droit, pour de meilleures conditions de vie, c'est aussi faire cela, c'est s'assurer qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes et d'enfants dans des situations de non-droit. La francophonie ne sera donc pas présidée par une personnalité africaine, c'est inédit. Pourtant, Michaëlle Jean était opposée à 4 candidats, tous africains. Les discussions ont été longues et très compliquées. À la mi-journée dimanche, au second jour du sommet, les 57 délégations ne s'étaient toujours pas mis d'accord. Un vote a même été envisagé. Cela aurait été une première dans l'histoire de l'organisation. Finalement, Michaëlle Jean a fait consensus. Elle prendra ses fonctions en janvier. Retour en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien veut faire face aux incidents liés aux matières et déchets nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ou NRBC. Un véritable défi environnemental. Pour lutter donc contre ces risques et élaborer un plan d'action, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'est réuni le 27 novembre dernier. Déchets toxiques, pollution maritime, sachets plastiques, des menaces pour l'environnement et le bien-être des populations. Pour réduire les risques liés à ces matières radiologiques, biologiques et chimiques, un atelier d'élaboration de plans d'action se tient. Nous observons l'émergence de nouvelles crises à travers le monde qui sont liées à l'utilisation de matières d'origine NRBC à des fins de destruction. À cet égard, la question de gestion de nouveaux risques ou menaces à la sécurité des populations doit demeurer aujourd'hui une préoccupation importante en matière de mise en œuvre de politiques nationales de sécurité et de protection de l'environnement. Pour prévenir des cas semblables, le comité national en charge de la question entend poser des actions concrètes. Si vous vous souvenez, en 2006, il y a eu déjà le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc l'initiative vise à réduire les risques liés aux matières et déchets d'origine radiologique, nucléaire, chimique et biologique, ainsi que la lutte contre le trafic illicite des dites matières en Côte d'Ivoire. Au terme de 2 jours de travaux qui constituent la dernière séance de révision du plan d'action national 2015, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le Comité national vont dégager des stratégies de lutte contre les menaces et risques liés à l'environnement. Des précisions de Félix Amani et Grace Kando. Une nouvelle œuvre pour Ansata Ouattara. Après son best-seller intitulé Les coups de la vie, l'écrivaine ivoirienne revient cette fois avec un roman. Altiné, mon unique péché, raconte la vie d'une jeune femme devenue coépouse et à qui le mari en fait voir des durs. La dédicace du roman a eu lieu le 28 novembre dernier. Un reportage de Laetitia Manglé et Vendée. Le Seigneur a voulu que tu aies une coépouse. Que sa volonté soit faite. N'en fais pas un drame. Notre religion le permet, alors accepte-la. Voilà comme une sœur. À partir de ce moment-là, tout a changé et l'adultère s'est invité dans la vie d'Altiné. Ainsi résumé, Altiné, mon unique péché est la première œuvre romanesque d'Ansata Ouattara.
Sur 164 pages, la journaliste écrivaine dépeint sans faux fuyant les réalités des foyers polygames. Une atmosphère qui ne lui est pas du tout étrangère. L'histoire d'une jeune fille musulmane pieuse qui respecte les préceptes de sa religion, la religion musulmane. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné de sa vie, elle a été abandonnée par son mari qui a épousé une seconde épouse. Et elle a fini par tomber amoureuse d'un autre homme. Et ce qui devait arriver arriva. Il faut dire que c'est aussi mon environnement. Je suis musulmane, issue de famille polygame, donc je maîtrise un peu le sujet. Altiné, mon unique péché, le roman se laisse lire, sans surprise par la gente féminine, principale composante du lectorat dans Nzata Ouattara, mais aussi par ces hommes inconditionnels des écrits de l'auteur. Je ne peux pas accepter cette situation, mais vu l'exemple d'Alciné, je crois que j'aurai les moyens de supporter cela. Elle touche véritablement au problème que l'on a l'habitude d'en parler dans les salons et elle les met sur la place publique, c'est-à-dire qu'elle dit tout haut ce que les autres pensent et disent tout bas. Près de 8000 exemplaires écoulés depuis la sortie de l'œuvre en début du mois de novembre 2014. Coup d'essai, coup de maître donc pour Nzata Ouattara. La tâche n'a toutefois pas été aisée. Aujourd'hui journaliste romancière, elle aura d'abord été déléguée médicale, responsable commerciale, avant d'être l'écrivaine d'aujourd'hui. Des aventures palpitantes et pleines d'enseignements vous attendent dans Altiné, mon unique péché. Un petit tour à l'intérieur du pays, plus précisément à Kouakrou, dans le département d'Aboisseau, pour revivre l'installation du nouveau chef. Nanan Nanou Manouan a reçu récemment son arrêté des mains des autorités préfectorales. Sa mission prioritaire est de réconcilier les fils et filles du village. Les explications de Franck Quadio. Nanan Nanou Nanouan est le tout premier chef de Kouakrou, village situé à 18 km de Maféré dans le département d'Aboisseau. L'installation du chef, une première dans ce village d'environ 5000 âmes, personne n'a voulu se la faire compter. Son arrêté reçu des mains de la secrétaire générale de préfecture, Trazier Géraldo. Le nouveau chef a pris l'engagement d'œuvrer pour l'union des fils et filles du village. La paix, gage de tout développement, le président du conseil régional, le docteur Aka Aoulé, soutient l'idée. Il a invité les ressortissants de Kouakrou à conjuguer leurs efforts pour l'essor de leur localité. La construction d'un château d'eau, d'un centre de santé et d'un marché, d'autres défis qui attendent Nanan Nanouan. Il entend se donner les moyens d'arriver à ses fins. On monte un peu plus à l'ouest du pays. Les populations de Biankouma, dans la région du Tonkouy, ont reçu récemment des dons. Ce sont des fournitures scolaires pour les élèves et des livrets de Coran. Geste altruiste d'un fils du village de Kandopleu. Fournitures scolaires aux élèves de Kandopleu à Biankouma. Micro-ordinateur à l'école du village. Coran et bouilloire à la mosquée. C'est avec les bras chargés que El Hadj Soumaoro Kando est arrivé chez lui. Et il a été reçu par les siens avec les honneurs dus au rang d'un fils béni du village qui se souvient de ses origines et qui se soucie du bien-être des populations. C'est sur la place publique que l'adjudant-chef au GATL a été reçu et c'est là que toute cette remise de dons a été effectuée. Revenant lui-même de la Mecque, El Hadj Kando Soumaoro a promis le Hadj à l'imam de Kandopleu ainsi qu'à celui de Biankouma. Le fils du village, dont la générosité et la magnanimité sont indéniables, s'est aussi engagé à offrir un mini-car à la communauté musulmane de la localité. Et avec l'appui des autorités administratives, une mosquée devrait même sortir de terre dans les prochains mois. Des actions de développement qui ne feraient que le bonheur des populations. On faisait le point avec Hamza Diaby. Mort d'un soldat français lors d'un vol d'entraînement au Burkina Faso. Il s'agit du sous-officier Samir Baïja, membre du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de l'armée de terre. Le militaire tué avait notamment servi en Côte d'Ivoire et en Afghanistan. L'accident a également blessé 2 autres membres de l'équipage. 2 morts dans des manifestations anti-Moubarak la nuit dernière en Égypte. Des manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer le verdict à l'encontre de l'ex-président. Hosni Moubarak a été blanchi des accusations de complicité de meurtre. Ils ont bravé l'interdiction de manifester et se sont rassemblés près de la place Tahrir pour crier leur colère.
Une mobilisation spontanée qui fait suite à l'acquittement de Hosni Moubarak. L'ex-homme fort du pays était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations en 2011. Je n'étais pas là en janvier 2011, j'étais à l'étranger, mais j'ai des amis, des proches qui sont morts pendant la révolte. Et là, on acquitte Hosni Moubarak, cela me choque. Nous oublions aujourd'hui nos appartenances politiques. Que l'on soit laïque ou islamiste, nous sommes rassemblés ensemble pour dire non à Hosni Moubarak, non au régime en place. Le rassemblement, qui a regroupé 1 millier de personnes à peine, a vite été dispersé. Le face-à-face avec la police a fait 2 morts et 9 blessés. À part quelques petits regroupements, le verdict du procès Moubarak n'a pas suscité de vives réactions. Lassés par 3 années d'instabilité et de troubles, les Égyptiens semblent avoir tourné la page de la révolution. Le temps a donc joué en faveur de l'ancien raïs. Condamné à perpétuité en 2012, Hosni Moubarak est aujourd'hui blanchi. Emprisonné pour corruption, il pourrait bénéficier d'une remise de peine et d'une libération anticipée. En France, c'est la réélection de Marine Le Pen à la tête du Front National avec 100% des suffrages. Un score sans surprise puisqu'elle était la seule candidate en lice. À présent, place au dossier du dimanche. Crise de leadership sur le trône de la chefferie traditionnelle du Moronou dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le siège du chef est très souvent convoité par les présidents de jeunesse et autres associations. Une situation qui ternit l'image du peuple morofoué. Les explications de Charles Tato. Depuis ces dernières années, l'on constate que dans la région du Moronou, le pouvoir du chef traditionnel est devenu très fragile. Certains chefs n'ont plus la même mise sur leur population. D'autres voient leur siège convoité par les jeunes qui cherchent même à les évincer. C'est malheureusement une réalité. La plupart des présidents des jeunes aujourd'hui dans les villages veulent se substituer au chef. La loi nous dit, ne faites pas ça, même votre fils, ne le battez pas. Donc, avant, le chef du village avait le caractère, il a dit, celui-là, il ne me respecte pas, frappez-le, on peut le frapper. Mais aujourd'hui, si tu le frappes, il va te traduire à la justice. Ce qui fait que les chefs du village, leur caractère de gouvernance n'est pas aussi comme avant nos parents l'ont fait. Et ça joue beaucoup sur nous. Par le passé, dans un village, il y avait un jour dans la semaine où la population travaillait pour le chef. Et en contrepartie, il reversait, j'allais dire, les dividendes à la population. Ça renforçait son autorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en plus de cela, il y a l'aspect politique. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, les chefs de village affichent trop facilement leur appartenance. La situation va de mal en pis. Ce que nous, autoritaires, nous avons constaté, il y a un déficit d'information au niveau de la connaissance des us et coutumes, au niveau donc de l'application des lois et règlements de l'État. Pourtant, le gouvernement vient de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut légal. Comment faire donc pour que les chefs de village de son territoire de compétence affrontent les nouveaux défis qui les attendent? C'est la préoccupation majeure du chef de la tribune Gatia, Nana Eroa Tewa. Il est l'initiateur de la rencontre de renforcement des capacités des chefs traditionnels et leurs notables à Kinimokro. Nous voulons nous inscrire dans une démarche participative. Après le rappel des chefs, qu'on puisse continuer l'exercice et aller jusqu'aux autres organisations qui sont dans les villages. Les mutuelles de développement, les associations de jeunes, les associations de femmes, que nous voulons aussi rencontrer pour leur expliquer leur part dans la gestion de nos villages. De communication pour permettre aux têtes couronnées d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Le premier communicateur, le professeur Simon-Pierre Ekanzan, a fait revivre le passé du peuple Agni Morofoué. Toutefois, il a rappelé que le pouvoir traditionnel est transmis par les puissances surnaturelles à un héritier. Le chef en pays Agni est donc un personnage sacré. Et son pouvoir repose sur la capacité à fournir à la société une assistance spirituelle et matérielle.
L'autre communication, celle du sous-préfet de Nguessanko. Le dernier conférencier a apporté un éclairage sur les aspects de gouvernance de la chefferie. Cette rencontre de formation marque le début de l'éveil de conscience et du processus de restauration du pouvoir traditionnel dans le Morouni. Voilà, passez une très belle soirée et à demain, lundi 19h30, ce sera toujours sur RTI2.